Bonjour, bienvenue à cette capsule sur le premier volet de notre cours Édu 5833, Éducation et changement social. Avant d'entamer la capsule, je veux simplement faire quelques rappels. Donc, la première chose, je vous inviterai à aller consulter le site web pour trouver quel est votre groupe. Vous avez été séparés en 5 groupes. Chacun des groupes porte le nom d'un ou une philosophe ou sociologue de l'éducation, un grand penseur ou une grande personnalité de l'éducation. Donc, je vous invite à aller consulter ça pour voir vous êtes dans lequel. Si vous décidez de publier un billet pour le volet 1, ça sera automatiquement envoyé ça sera simplement partagé dans un forum où seules les personnes de votre groupe pourront le voir. Pourquoi j'ai fait ça? Évidemment, pour éviter que vous ayez à lire 30 copies, ça deviendrait un peu difficile à gérer pour tout le monde. Donc, vous êtes dans un groupe un peu plus particulier. Vous n'avez pas à faire de recherche là, à savoir qui est Paolo Freire ou Françoise Dolto, mais si jamais ça vous intéresse, allez-y. Donc, c'est vraiment juste pour donner des noms un peu plus originaux que groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5. Donc, le volet 1 est notre premier volet du 10 au 18 septembre. Si vous décidez de publier un billet pour le volet 1, vous devez en faire au moins un là, dans les 2 premiers volets. Si vous décidez que c'est pour le volet 1, vous le déposez avant le 18 septembre, avant minuit sur le forum de discussion. L'onglet est vraiment dans le volet 1, donc on va choisir l'onglet à partir du volet 1 et à chacun des volets, ça va avoir à peu près la même structure que ce que vous avez vu là, à l'exception que vous allez avoir un peu plus de lecture dans les autres volets. Donc, la courte capsule que je vous propose aujourd'hui, c'est simplement, ça ne remplace pas là, un cours magistral en classe, mais c'est vous lancer vers des pistes de réflexion. Donc, c'est quoi un changement social? Comment les changements sociaux ont un impact sur l'école? On va essayer aussi de faire le pont entre deux lectures qui sont bien différentes et de se demander comment je peux utiliser ces lectures. Pas tant pour le biais, hein, ça c'est à vous un peu de le faire en fonction de la grande question, mais aussi dans le cadre de vos propres réflexions en formation continue ou encore pour votre travail 2A et 2B. Et je vais vous présenter aussi la grande question qui vous permet d'écrire un billet. Donc, le changement social, c'est un concept qui a intéressé pas seulement des historiens, mais surtout, en fait, surtout des sociologues et plusieurs philosophes aussi qui sont interrogés sur ce concept-là. On peut aussi penser à des psychologues, à des anthropologues. C'est un concept qui va chercher plusieurs éléments qui sont différents selon le chercheur qu'on lit, mais il y a des éléments qui peuvent se recouper, qu'on trouve qui se recoupent. Les éléments que j'ai notés ici sont assez communs. J'utilise le terme assez parce que ça ne se trouve pas nécessairement dans la définition de tous, mais c'est des éléments qui m'apparaissent du moins assez importants et disons qu'on retrouve dans plusieurs définitions. Donc, ces 3 éléments-là que vous voyez dans les blocs bleus ici, c'est l'aspect historique. Donc, quand on parle d'un changement social, il y a le terme changement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé et il y a un moment où ça a changé. Donc, on est capable de délimiter dans le temps. Maintenant, cette délimitation, elle n'est pas nécessairement une année fixe, hein. Des fois, il y a des changements qui sont plus flous. Quand est-ce qu'on comprend comment un changement de mentalité s'est opéré? Ça s'est pas opéré du jour au lendemain. On s'est réveillé un matin, puis ça avait profondément changé. Donc, des fois, on va avoir une délimitation qui est un peu plus vague, les années 60, les années 70, par exemple. Et parfois, on peut vraiment avoir un événement en particulier qui nous permet de délimiter le début d'un changement social plus large, par exemple dans le cas d'une révolution, si on prend la révolution russe en URSS, donc on a vraiment un événement en particulier qui amène le changement à une date bien précise. Maintenant, pour qu'on parle d'un changement social,
c'est plus qu'un simple événement. Donc, il faut que ce changement, il ait des répercussions dans le temps. Donc, souvent, on va plus parler, et là, ça dépend encore des chercheurs, mais souvent, on va parler de mouvements ou de phénomènes sociaux qui ont une ampleur importante et qu'on peut donc voir qu'il y a eu des impacts majeurs sur un très long terme. Donc, ce n'est pas un événement en particulier, mais plutôt un phénomène social. Et finalement, il y a le mot c'est social, hein, changement social. Donc, ce n'est pas un changement au niveau d'un individu, mais c'est vraiment quelque chose qui a un impact au niveau collectif. Donc, on va observer dans une communauté, une nation, un groupe, ça n'a pas besoin d'être un changement au niveau de la planète, là, un changement mondial, ça peut être plus lié à une communauté ou à un groupe plus en particulier. Mais évidemment, c'est social, donc ce n'est pas un individu seulement. Les changements sociaux affectent les structures sociales, ça affecte donc les individus. Maintenant, est-ce que les individus sont à la base des changements sociaux? C'est une question qui est souvent discutée par les sociologues, par les historiens aussi. Donc, est-ce que la base d'un changement social provient de facteurs que les humains contrôlent ou ne contrôlent pas? C'est cette fameuse question du libre arbitre par rapport au déterminisme. Donc, sans rentrer dans le détail ici, évidemment, des changements, ça ne tombe pas du ciel. On voit des fois dans des textes, on parle beaucoup du changement des mentalités. Mais ce changement-là ne s'opère pas s'il n'y a pas eu, par exemple, des luttes sociales. On parle des changements technologiques. Hein? Donc, on perd un peu l'être humain là-dedans, mais les changements technologiques, ils sont dus à quoi? À des découvertes scientifiques qui ont été faites par l'être humain. Donc, pour moi, et ça c'est moi, et ça dépend vraiment des chercheurs que vous disiez, mais le moteur du changement, il provient d'abord et avant tout de l'être humain. Même quand c'est des facteurs qu'on ne contrôle pas. Hein, par exemple, comme des catastrophes naturelles, bien, après, l'être humain va gérer ces situations-là, va gérer le changement et donc va aussi amener des changements par sa gestion de chacun des événements. Donc, c'est à vous aussi là, de voir où on se situe là-dedans et de toujours se rappeler que ce n'est pas tous les individus qui ont les mêmes possibilités d'action. Donc, ce n'est pas tout le monde, il y a des relations de pouvoir, c'est très complexe, les changements sociaux. On va voir ça un peu au fur et à mesure de la session et on sera amené à revenir sur ces questions-là. Des exemples de changements importants qu'on pourrait prendre, et vous voyez là qu'on est plus dans le général, donc dans les phénomènes. On parle de la révolution technologique, de l'urbanisation, de changements démographiques, par exemple avec une arrivée d'une vague d'immigration pour avoir un changement démographique important. Ou, par exemple, un autre changement démographique important, ce serait la chute des naissances, les familles qui ont de moins en moins d'enfants dans le monde occidental. Les changements dans les relations de genre, qui s'occupent des bébés, par exemple, à la maison, qui travaillent. Donc, ça, c'est un autre exemple. La mondialisation au niveau économique, comment ça a changé globalement énormément de choses. Les différentes révolutions, et là, je vous en mets quelques-uns en exemple. Généralement, des événements ou des changements plus particuliers, hein, comme la liste que vous avez dans votre plan de cours, là, tous les changements que je nomme qui peuvent faire l'objet de votre travail 2A et 2B, bien, probablement que chacun de ces thèmes-là s'insère dans un changement social plus large. Donc, quel est le lien entre changement social et éducation? Bien, les institutions scolaires et d'autres institutions éducatives, on parle beaucoup de l'école. Évidemment, je pense que la majorité d'entre vous travaillent dans un contexte scolaire, mais l'éducation est évidemment plus large que les institutions scolaires, même si nous allons nous pencher plus spécifiquement sur cette institution-là. Elles ne vivent pas en vase clos. Donc, là encore, quand on regarde les analyses, on peut voir la relation entre l'école et les changements sociaux. Donc, on pourrait penser que les écoles subissent ces changements-là, donc qui ont très peu à faire
par rapport à ces changements-là. Donc, au contraire, on pourrait dire qu'ils font partie prenante des changements. Donc, ils sont là, ils les vivent au quotidien, ils travaillent en fonction de ces changements-là et s'accordent en fonction d'eux. Parfois, on peut dire qu'ils sont à la remorque des changements, tardent à y répondre efficacement. Donc, comment on arrive à suivre l'évolution tellement rapide de la société, des changements qui sont toujours en train de se produire? Au contraire, on pourrait voir l'école comme un lieu où ces changements-là démarrent. Donc, c'est les enseignants avec leur classe ou des écoles en particulier, des directions d'école qui participent au changement et qui peuvent entraîner des changements, donc être à la base même de tout ça. Donc, tout ça, ça dépend un peu du changement dont il est question. Il y a plusieurs changements en cours, évidemment. Ça dépend du contexte dans lequel se vit le changement. Chaque institution, chaque acteur du milieu scolaire peut avoir une réponse différente. Donc, les contextes sont toujours à prendre en compte et je pense que vous avez vu ça aussi dans le texte de Dupriez. On vous disait, bien, trop longtemps, les recherches ont un peu décontextualisé ce qui se passait quand il y avait des changements dans les écoles. Donc, c'est important de toujours remettre en contexte de qui on parle, où est-ce qu'on est, qui sont les acteurs en question, quel est le changement en jeu. Donc, vous aviez deux lectures. Vous aviez Verhoeven, qui moi était ma lecture préférée parce que j'arrive d'une formation qui est plus en sciences sociales. Donc, Verhoeven, ça allait beaucoup, ça allait chercher énormément d'éléments très intéressants. Et donc, elle s'intéressait aux différentes mutations à l'école et les appels au changement qui sont demandés de toutes parts par différents acteurs au niveau social. Donc, les critiques qui sont amenées par rapport à l'école, que ça provienne de l'école elle-même ou d'acteurs qui sont externes au milieu scolaire. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans le texte de Verhoeven, c'est le fait que pour chacun de ces changements-là, elle amène quand même une critique, donc une critique de la critique. Et donc, elle montre comment on est capable de critiquer chacune de ces critiques-là quand on porte un regard différent sur la façon qu'ils sont posés. Donc, je ne mets pas tout ici. Je vous invite d'ailleurs à lire le texte, évidemment. Mais elle s'interroge, par exemple, sur tous les changements qui sont en lien avec la relation pédagogique. Par exemple, la hiérarchie qu'on a entre l'enseignant et l'élève, les besoins particuliers des élèves, le fait que peut-être l'école n'est pas adaptée à la diversité des élèves qu'il y a dans la classe, aux différentes façons d'apprendre, etc. Donc, à quoi on pourrait associer ça comme changement social? Bien, elle-même nous le dit, il y a un mouvement plus large d'individualisation sociale, donc où l'individu prend de plus en plus de place, va s'affirmer comme individu différent, et donc l'école qui cherche à former un peu une masse, bien, comment peut-elle gérer tous ces individus différents et ce besoin d'affirmer cette individualité? Il n'y a pas une seule réponse à ça et évidemment, il y a des critiques qu'on peut apporter à tout ça. Je vous laisse lire pour voir un peu ce qu'il y en est. Elle parle aussi du rapport au savoir qui est qui est en changement constant. Pensons au simple fait qu'on n'utilise plus beaucoup le terme connaissance, on va plus vers les compétences. Souvent, on parle aussi savoir-être, savoir-faire, plutôt que simplement savoir. Et tout ça, ben, c'est en lien avec quoi? On aura un texte de Bouon lors du volet 2 qui nous parle beaucoup de cet élément-là. Mais à quoi on pourrait associer ça comme changement plus large? Ben, un des facteurs, ça serait le changement technologique. On a un accès facile aux connaissances déclaratives. Après, on pourra se poser la question si cet accès facile, on l'utilise bien, si les ressources qui sont là sont de qualité, mais ça, c'est une autre question. Il reste que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher une information factuelle et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qu'on apprend comme savoir à l'école? Est-ce que l'école est encore
Est-ce que l'école fait les bons choix? Et donc, ce rapport au savoir-là qui est en changement profond. Et là, j'aimais beaucoup au niveau des critiques, hein, donc cette obsession de certains termes qu'on utilise, comme le terme compétence d'ailleurs, qui sont très liés au monde du travail. Donc, est-ce que l'école sert seulement à former au monde du travail? Sinon, à quoi sert l'école? C'est quoi sa mission? Etc. Donc, toutes des questions que se pose Verhoeven. Et il y avait cet élément très intéressant de la structure scolaire. Et ça, j'ai trouvé dans les liens supplémentaires, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai mise là, même si elle est en anglais. C'est vraiment ça qui est attaqué. Donc, cette structure scolaire, cette forme presque il y en a qui associent même ça à une prison, hein? Donc les murs de l'école, tout ce qui se passe dans un milieu très fermé. Est-ce que c'est approprié dans un monde, et là on pourrait associer ça à un changement, des fois on dit là, une ère post-industrielle. Donc, on n'est plus à former des ouvriers qui vont travailler dans des corps horaires très spécifiques. Donc, le monde est en changement. Comment l'école vient-elle répondre à ces changements? Et la critique encore, c'est doit-elle le faire? Est-ce que c'est sa mission? Donc, je vous laisse encore une fois aller lire et y trouver vos propres conclusions. Vous aviez ensuite un texte de Dupriez. Et je dois vous avouer que même pour moi, ce texte-là peut être un peu lourd. Peut-être que pour certains d'entre vous, il a été plus simple. Hein, c'est vraiment un texte qui est en administration de l'éducation plus, qui s'intéresse au changement dans une idée plus, je cherche mon mot, mais d'organisation, donc d'administration. Et donc, c'était intéressant, mais pour moi, ça m'a sorti de ma propre zone de confort. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez plus à l'aise avec ce texte-là. Pourquoi je vous l'ai mis? J'ai vu qu'une grande majorité du groupe était en leadership, dans le profil leadership. C'est des questions qui sont assez importantes pour vous et qui vont être traitées vraiment en particulier dans certains cours, comme le cours de Madame Éliane Duluth qui s'appelle Gestion du changement. Je crois qu'il y a plusieurs aussi, il y a quelques autres cours là, dans lesquels on parle de plus spécifiquement de comment on gère le changement au niveau administratif. Donc là, c'était vraiment une introduction. Dans le livre de Dupriez, il y a 3 chapitres. Ça, c'est simplement le premier qui traite de cette question-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez mettre la main sur le livre au complet puis aller lire un peu plus. Donc, je vous l'ai fait lire parce qu'il prend la question du changement, mais il se demande comment on met ça en place dans les écoles. Donc, il démontre que les recherches qui ont porté sur ces questions-là ont beaucoup évolué dans les 30-40 dernières années. Donc, s'il y a quelques années, on pensait qu'il fallait imposer les outils, avoir une bonne planification des changements, savoir comment on diffusait ces outils-là et aller travailler directement auprès des enseignants, on adopte plus une formule du changement et des réformes, plus en particulier, qui va plus dans l'idée de comment on réussit à faire adopter ces outils-là. Donc, comment on parvient à éviter les nombreux obstacles à l'adoption de ces outils-là, comment on forme tous les acteurs scolaires, non seulement les enseignants, et comment on utilise plusieurs leviers. Donc, la formation, mais aussi des groupes de travail avec des enseignants, etc. Donc, dans une idée de processus de changement et non de planification du changement. Donc, on prend en compte plus d'acteurs maintenant. On voit la complexité de faire des changements à l'école, mais il y a toujours cette idée dans les approches fonctionnalistes qui sont présentées par Dupriez, d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne. Donc, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et d'essayer de trouver les raisons pourquoi. Donc, comment on fait le lien entre les deux textes? Bien, vous aviez le texte de Verhoeven qui présentait quelques changements sociaux majeurs, qui montrait les différentes critiques de l'école, donc les aspects de l'école qui paraissaient comme désuets. Et donc, le titre de son article disait « Est-ce la fin de l'école? » Hein? Donc, en intro puis en conclusion, elle revenait un peu avec cette idée-là. C'est certainement pas la fin de l'école, mais il y a clairement des changements qui sont demandés.
au sein même des écoles, mais aussi par la société. Et comment on a pris ça en compte dans un contexte plus large. Évidemment, il y a des initiatives d'enseignants, il y a des initiatives d'écoles, il y a des initiatives de conseils ou de commissions scolaires au niveau plus large, mais souvent, ce changement-là se fait à partir de réformes scolaires. Okay? Donc, c'est là où on a le lien avec le texte de Dupriez parce qu'il s'intéresse vraiment à ce concept de réforme. Donc, comment, dans une logique organisationnelle, on met en place une réforme, qu'est-ce qui amène un succès, qu'est-ce qui amène un échec, c'est quoi les obstacles à la mise en place des changements liés aux réformes dans les différentes écoles. Donc voilà pour le lien entre les deux textes. Et vous, après, comment vous pouvez utiliser ces lectures-là? Bien, vous pouvez vous demander personnellement si vous êtes d'accord ou pas avec les différentes critiques, où est-ce que vous vous situez par rapport aux différents registres de critiques qui pèsent sur le milieu, qui sont là sur le milieu dans le milieu de l'éducation. Vous pouvez peut-être mieux aussi évaluer quel changement vous intéresse plus particulièrement. Ça va vous aider aussi à trouver vers quel sujet vous voulez vous diriger pour vos recherches futures. Vous pouvez aussi vous allez faire des liens en faisant des lectures, à regarder des initiatives qui existent dans les écoles où vous travaillez, dans les conseils scolaires, vous travaillez au ministère. J'ai vu que certaines personnes travaillaient au ministère, donc de faire des liens entre comment ça fonctionne, le changement, ou comment c'est mis en place dans les classes, dans les écoles, et ce que des théoriciens disent au niveau plus théorique. Et aussi à réfléchir à l'application des réformes scolaires. Est-ce qu'on procède de la bonne façon? Oui ou non, et pourquoi? Donc, si vous êtes intéressé à répondre à la grande question, quelle est-elle? Quel est selon vous le plus grand défi actuellement en éducation? De quelle manière pourrait-on envisager de le relever ou du moins d'entamer des changements au sein des institutions scolaires? Donc, si vous souhaitez répondre à cette question-là, je vous invite à aller voir le détail des critères dans votre plan de cours. À chaque fois que vous avez des questions sur les critères d'évaluation, vous vous retrouvez dans le plan de cours. Et je vous rappelle aussi, très important, vous ne pouvez pas juste faire un billet de blog où vous n'avez aucun appui. Vous devez vous appuyer sur les lectures qui sont là et possiblement des lectures que vous avez faites dans le cadre de d'autres cours ou par intérêt ailleurs. Donc, l'image que je vous ai mis ici, c'est simplement le rappel de ce qui se trouve dans le plan de cours. C'est un peu petit pour le voir, donc je vous invite à aller consulter votre plan de cours pour mieux le lire. Et quand vous allez cliquer sur le forum de discussion, vous allez voir lancer un nouveau fil de discussion. C'est là que vous devez cliquer pour publier votre billet si vous désirez le faire au volet 1. Donc, je vous souhaite un bon travail et je vous rappelle qu'il y a un forum de discussion générale pour des questions sur l'ensemble du cours où vous pouvez avoir des collègues qui vous répondent directement. Vous pouvez aussi me contacter lorsque vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans le plan de cours. Je vous souhaite une belle fin de journée et merci pour votre écoute.